Ils sont devenus des objets pratiquement banaux dans nos mains. Ils ont intégré notre quotidien au point de paraître comme des instruments, je dirais même des objets tout simplement ordinaires. Pourtant, les téléphones portables, aujourd'hui de plus en plus sophistiqués, ont envahi notre intimité. Au regard des scandales qui foisonnent sur Internet, on se demande comment est-ce que des images, des vidéos, des audios, des situations arrivent à la place publique juste à partir des téléphones portables. Alors, nous nous posons la question ce matin, mesdames, messieurs, de savoir, est-ce que nous avons encore une vie intime? Est-ce que nous avons encore une intimité face aux téléphones portables qui ont tendance à prendre toute la place, Madame Danonde? Vraiment, vraiment. On se pose la question, est-ce que le téléphone portable, précisément le smartphone, présente un risque d'espionnage? En tout cas, on va en parler avec Anok Padonou Aïdjo. Il est juriste spécialiste en cybersécurité. Bonjour, merci d'être là. Merci, bonjour. Bonjour. Et en face de vous, pour aborder la même thématique, Luc Semassa, analyste en cybersécurité. Merci également à vous d'être là. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Eh bien voilà, le débat se fera aujourd'hui avec les deux. On n'a pas un invité au téléphone. Merci Madame Danonde. Nous souhaitons déjà la bienvenue à nos amis, à nos invités sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, le décor est planté, vous le voyez. Alors, Monsieur Anok Padonou Aïdjo, à quel moment le téléphone, le smartphone commence par être un danger dans notre vie? Déjà, merci. Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle est l'utilité du téléphone portable dans la vie. Ça, ce n'est plus à démontrer. Oui, c'est important en ce sens que le téléphone même n'est pas destiné à faire certains trucs que nous observons aujourd'hui. À la base, le téléphone portable est là pour faire des appels. Écrire. Plus loin, nous sommes arrivés aux applications de messagerie comme WhatsApp, mail, et trucs comme ça. Mais en évoluant, nous avons constaté des réseaux sociaux. Oui. Et ces réseaux sociaux, qui sont primordialement Facebook, c'est d'ailleurs ce qu'utilisent beaucoup d'Africains, c'est l'objectif principal de Facebook, c'est rencontrer ou communiquer, avoir de relations avec quelqu'un qu'on a perdu il y a un bon moment ou une relation qui est sur Facebook. C'est l'objectif de départ, c'est l'objectif de départ. Oui. Mais plus loin, on a constaté que c'est allé plus que ça. On s'échange des photos. Pire, des vidéos. Voilà, on fait des posts où le gars, quelque part dans un coin, il fait une vidéo de sa présence et publie. Ce n'est pas l'objectif de base. Non, mais maintenant qu'on est dans la réalité de cette façon-là, est-ce que le danger n'est pas à nos portes? Monsieur Luc Semassa, vous qui êtes analyste senior en cybersécurité, je précise à l'ACI, agence... L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voilà. Vraiment, ANSSI, on a les deux, effectivement. Voilà. Alors, dites-nous, est-ce que le danger est dans nos mains, le danger est dans nos poches? Alors, merci pour la question. Moi, je vais illustrer en disant, je vous pose par exemple la question de savoir à quel moment le couteau commence à devenir un danger. Dites-nous. Au début, le couteau, il est destiné pour les usages à la cuisine. Mais aujourd'hui, on peut remarquer plusieurs personnes qui l'utilisent pour des fins contraires. Bien sûr. Pour poignarder son prochain. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que le couteau en lui-même constitue un danger? Non, c'est l'utilisateur qui oriente. L'usage qu'on en fait du couteau. Et c'est la même chose en fait pour le téléphone portable. C'est l'usage. C'est la manière dont nous utilisons les téléphones portables qui constitue un danger pour nous. Je ne vous arrête pas, mais ça m'amène en même temps à vous demander. Nous avons ici des concepteurs de smartphones qui ont toutes les capacités possibles pour rendre la vie facile. Mais ces concepteurs ont eu à dire, c'est ce que nous avons reçu sur les réseaux sociaux, que même ne les utilisent même pas parce qu'ils connaissent le danger qu'il y a en ça. Donc, si vous le dites, c'est que ceux qui conçoivent déjà le matériel savent que c'est un danger. Alors, ce n'est pas finalement l'utilisation le problème. Alors, en fait, il faut classifier le niveau de danger, le niveau de risque, il faut les classifier en deux. Il y a d'abord le risque lié à la technologie en elle-même. Donc, on parle de risque informatique et il y a le risque qui est lié à l'usage.
l'aspect que vous avez abordé en premier lieu, ça c'est l'aspect technologique. Maintenant, le deuxième aspect, dans l'introduction, vous aviez parlé de certaines photos qui se retrouvent sur la place publique. Ça, c'est pas forcément dû à l'usage, au matériel lui-même. Maintenant, revenons à la première partie, c'est-à-dire le risque informatique. Effectivement, on est dans un monde où l'informatique est en train de prendre une ampleur vraiment très grande. Et de jour en jour, de nouvelles technologies viennent. Et il y a aussi le monde des hackers qui cherchent tout le temps à... Pour le commun des mortels qui ne comprend pas ce qu'on appelle hacker, qu'est-ce que c'est? Désolé. Alors, un hacker, c'est, de manière simple, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en informatique, qui connaît comment ça fonctionne et qui utilise sa connaissance qui utilise donc sa connaissance en informatique pour aller faire une utilisation abusive en fait. Donc on peut le considérer comme un pirate. Un pirate. D'accord. Un pirate. Oui, vous voulez réagir? J'ai un truc à ajouter à ça, Oui. à ce qu'il dit. Pour moi, de mes expériences, parce que j'ai eu à passer beaucoup de trucs des hack labs et tout, dans plusieurs pays, de ma conception, un hacker n'est pas forcément quelqu'un qui s'y connaît bien. D'ailleurs, c'est un amateur. Un hacker, c'est après tout un amateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme par exemple Hacker. Oui, un hacker, c'est avant tout, après tout, même un amateur. Pourquoi je le dis? Déjà, quand on nous montre comment est-ce qu'on conçoit un truc, il y a forcément, c'est comme par exemple, on vous dit, pour défendre quelqu'un, il faut se comporter de telle manière. En arrière-plan, vous allez chercher comment est-ce que cette destruction a été effective avant de trouver une solution. Statique. Maintenant, l'amateur que j'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on m'a dit, d'abord quand on prend les téléphones portables, à un moment donné, quand mon téléphone bloque, on me dit d'appuyer sur les deux touches de volume et puis la touche d'éteinte. Quand j'appuie long, ça va redémarrer et puis ça fait mise à jour du système, des trucs comme ça. Le gars dit, bon, ça là, c'est loin. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va maintenant chercher le processus pour arriver à cette fin. Plus loin, lorsque vous êtes en face des jeunes, comme quelques amis guinéens qui le disent souvent, le plus important pour nous, c'est de montrer à ceux qui sont proches ou ceux qui sont loin et qui vont une fois recevoir nos échos que nous avons découvert une solution et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme des actes là où vous participez, mais les jeunes sont là à récupérer uniquement les données de base. Tu sais déjà de quoi je veux parler. Je ne vous arrête pas, parlons justement de données de base. On va recentraliser un peu le débat. On a commencé par parler du matériel. On a parlé de l'usage. Maintenant, j'achète mon téléphone portable, monsieur Semassa. Je l'utilise normalement. Je communique avec mes amis, ma famille, au plan professionnel, familial et tout. Je ne mets pas sur la place publique des images, des vidéos répréhensibles. Pourtant, ma position fait que quelqu'un est intéressé à savoir ce qui se trouve dans mon téléphone. On a commencé par parler des pirates. Le pirate n'est pas proche, il est loin. Comment est-ce qu'il fait pour avoir accès à mon téléphone? Alors, là, ça ramène au concept de hacking. Généralement, les hackers encore. Oui. Bon, en fait, les hackers, oui, on considère. C'est vrai que j'aurais aimé un peu plus apporter des précisions sur. Oui, allez-y toujours. Alors, vous avez la latitude de le faire. Allez-y. Ok, d'accord. Alors, merci pour la précision. Donc, en fait, quand on parle de hackers, on a plusieurs catégories. On a ce qu'on appelle par exemple les script kiddie, et c'est ceux dont il parlait tout à l'heure. C'est ceux qui n'ont pas forcément la connaissance technique qu'il faut, mais qui connaissent par exemple des outils, des procédures. Derrière, ils ne savent pas vraiment ce à quoi ça aboutit. Et généralement, la manière d'opérer ou les finalités ne sont pas les mêmes. Parce que l'autre, qui est un expert qui s'y connaît bien, dont je parlais, enfin moi, il sait, et justement, la procédure... Il a un but précis. Non seulement il a un but précis, mais il sait comment la technologie, ça se passe. L'outil que le script, celui que j'appelle script kiddie utilise, il sait comment l'outil fonctionne. Et donc, il ne va pas se limiter à seulement ce que l'outil lui permet. C'est quelqu'un, en fait, qui a la possibilité de créer lui-même son outil. Donc, c'est la petite précision. D'accord. Donc, supposons que je suis un
je suis un hacker, par exemple, et je vous cible. Oui. Je veux obtenir une information particulière. Alors, il y a ce qu'on appelle le phishing. Généralement, ça, tout commence par là. Oui. Le phishing, c'est généralement un mail qu'on reçoit et qui contient une histoire, je ne sais pas, ça dépend du contexte. Si c'est par exemple, généralement dans les entreprises, quand je vais obtenir une information dans une entreprise, je vais me faire passer par exemple pour votre supérieur, je connais son nom, etc. Je me fais passer pour le supérieur et je m'arrange de sorte que l'objet du mail soit quelque chose de très urgent. Qui attire mon attention. Non seulement qui attire votre attention, mais qui est très urgent. Par exemple, je mets dans mes mots quelque chose qui vous fait... Enfin, vous savez tout de suite. Exactement. Quand on sent la pression, on ne maîtrise pas très exactement ce qu'on fait. Donc, c'est généralement comme ça, ces types de mails viennent, on les appelle des phishing. Et ça contient parfois des fichiers qui sont, eux, des virus. Ça peut être un fichier Word, ça peut être un fichier PDF, ça peut être n'importe quoi, ou encore ça peut être même une application. Une application, puisqu'on parle des mobiles, ça peut être une application au point APK et qui dit ok, voilà une application gratuite pour avoir Internet gratuit. Sans... Cliquez dessus, installer, ça y est. Et vous aurez Internet gratuit sans payer. Et dans le contexte béninois, on sait qu'on est vraiment attiré par tout ce qui est gratuit. Et voilà, j'installe l'application et à partir de ce moment, quand j'ai installé, on appelle, ça c'est un mot technique que je vais décrire, on appelle ça des portes dérobées ou plutôt des backdoors. Donc j'ouvre, en fait, je donne la possibilité, puisque dans un code, en fait, dans une application, ce sont des codes qui sont écrits, des instructions pour se connecter à des serveurs que moi, par exemple, je détiens. Et donc, à partir de ce moment, quand j'installe l'application, j'exécute ce que l'hacker a défini dans son programme. D'accord. Monsieur Semassa. Et là, il est en possession de votre téléphone. Monsieur Semassa, je suppose un couple innocent, monsieur et madame, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Madame estime qu'elle veut faire plaisir à son mari et lui envoie une image aguichante, une image qui prépare déjà un certain nombre de situations. Le soir venu, par exemple, monsieur qui répond, et puis s'arrête entre les deux. Mais entre-temps, l'un ou l'autre téléphone avait déjà reçu le mail dont vous parlez et ils pensent que les images ou les propos qui s'échangent sont rien qu'entre eux deux. Or, il y a une troisième personne qui obtient tout ceci. Et là, cette troisième personne est rentrée déjà dans leur intimité. Comment est-ce qu'on empêche tout ça? Alors, ça c'est une belle question. La première des choses, c'est d'abord la vigilance. La vigilance dans ce sens où il ne faut pas cliquer sur tout ce qu'on voit. C'est très facile, en fait, ça met vraiment du temps à quelqu'un de se rendre compte qu'il a été piraté, que ces conversations... Parce qu'il n'y a pas une notification, justement. Au moment où vous vous êtes fait infecter et quelqu'un voit les messages que vous envoyez, vous n'êtes pas notifié, il n'y a pas une notification. Monsieur Semassa, on va revenir à vous tout à l'heure. Mesdames, messieurs, je suis sûr que certains parmi vous se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent ce matin, ces gens-là? C'est vrai, entre deux personnes, une troisième personne peut avoir accès à vos conversations. Si vous ne croyez pas, nous vous invitons à suivre cet élément témoin et on revient sur le plateau. Nous avons pris le contrôle de ton téléphone. Comment? Grâce à ce câble, d'accord, qui en fait est un câble piégé, d'accord, donc ça ressemble à un câble USB normal que vous avez tous en fait à la maison ou au bureau. Et en fait, ce type de câble n'est pas un câble normal. Ce petit bout que vous voyez ici est en fait piégé. Ça contient des fonctionnalités type USB, type Wi-Fi qui nous permettent d'injecter en fait des instructions directement sur le téléphone et nous permettent de prendre le contrôle du téléphone. Attends. Ça veut dire que ce câble, vous me l'avez offert hier. Exactement. Pour me piéger. Exactement. Donc vous êtes rentré à l'hôtel, vous avez branché votre téléphone et ça nous a permis de prendre le contrôle de votre téléphone. Donc en fait, tout ce que j'ai fait dans mon téléphone depuis hier... Nous y avons accès. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous pouvons démarrer le micro,
nous pouvons prendre des photos, nous pouvons prendre des vidéos, nous pouvons passer des appels et avoir accès à tous vos messages simplement grâce à ce câble. Qui n'est pas connecté à une Qui n'est prise. pas connecté à une prise. Parce qu'en fait, il y a des fonctionnalités directement dans ce port USB qui nous permet de prendre le contrôle jusqu'à peu près 2 km. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont connectés au Wi-Fi hier, toute la journée, n'est-ce pas? Qui s'est connecté au Wi-Fi hier dans la journée? Vous êtes à un sommet sur la cybersécurité. Évidemment que nous l'avons piégé, le Wi-Fi. Évidemment. Alors, nous avons collecté énormément de données hier. Et le dernier point que nous avons collecté, ce sont des informations bancaires d'un individu qui a visiblement fait une capture d'écran de son historique bancaire, d'opérations bancaires, où nous avons vu toutes les transactions entre le 9 et le 21 mars 2022. Donc, la connexion vers son site bancaire était sécurisée, mais la personne a fait une capture d'écran de son historique et l'a transféré via un protocole qui est non sécurisé à un ami ou un partenaire. Donc nous savons que cette personne a reçu un virement de 12 000 € de par une agence immobilière basée dans le Paris 12e. Qui est cette personne? Pardon? Évidemment que nous n'allons pas dévoiler le nom de la personne. Et a fait un virement de près de 1 500 € à une personne dont nous avons le nom, puisque le nom figure dans la transaction qui a été faite. Ce que nous préconisons évidemment, c'est d'utiliser dans la mesure du possible des VPN à chaque fois que nous nous connectons à des Wi-Fi publics pour éviter justement que ces informations transitent en clair sur les réseaux. Et voilà, mesdames, messieurs, à présent, vous savez à quoi vous en tenir. Monsieur Semassa, c'est vous qui aviez la parole. Démontrez là, dans cet élément, il est donc démontré que de loin, on peut prendre possession de son téléphone et puis rentrer dans votre vie. Effectivement. Et au début, ce que je disais, je pense que la vidéo l'a si bien illustré. Il faut du temps pour une personne pour savoir que son portable ou son équipement a été piraté. Et quels sont les signes qui pourraient l'amener? Parce que quand moi j'ai suivi l'élément, je disais, ben là c'est problème pour les femmes qui ont des époux très jaloux. Oui. Mais à distance, on dit à 2 km le mari est avec toi dans ta chambre, mais facilement il a accès à tout ce que tu fais, tu es là, à écrit. Non seulement ça prend du temps, mais il peut arriver que la personne ne notifie même jamais que son portable a été piraté. Parce que c'est comme je vous le disais, c'est très simple. Il n'y a pas de notification. Quand je reçois par exemple vos messages, vous n'avez pas de notification que moi j'ai reçu quelque chose. Quand j'ai par exemple j'ai la possibilité de voir votre caméra, vous n'avez pas une notification que quelqu'un vous êtes en train d'utiliser ma caméra pour prendre des images autour de moi. Donc là, par exemple, maintenant, mon téléphone est peut-être cloné, je ne sais pas. Vous ne saviez pas, vous n'aviez aucune catastrophe. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est limiter en fait les dégâts, de limiter les dégâts. Et comme tout à l'heure, il a parlé de VPN. Oui. C'est quoi les VPN en fait? C'est un sigle. Bon, je vais épargner la définition technique, mais en fait, le VPN se comporte comme une machine qui se retrouve à l'extérieur, quelque part d'autre, quelque part sur la Terre. Quelque part sur la Terre, je vais dire ça comme ça, dans un environnement. Et donc, le fait, au lieu de passer par la voie normale, de passer par le routage. Enfin, quand on parle de routage, c'est un peu comme... Disons le boulevard, quoi, le chemin boulevard, normal. Exactement. Oui. Moi, je fais transiter ma requête dans les rues. Pas les rues. Non, voilà. Disons, schématisons comme ça. Exact. Ok, je vais encore mieux schématiser. Oui. C'est un peu comme si je suis chez moi et je veux acheter, par exemple, de la glace. Oui. Et les gens me connaissent. Si je sors, on saura que c'est moi. Oui. Et je ne veux pas ça.
Ce que je fais transiter ma requête par une autre personne. Et toi, viens, achète-moi de la glace. Un bon petit du quartier. Un bon petit du quartier. Oui. Et c'est un peu comme ça. Donc, ce bon petit du quartier, personne ne le connaît. C'est le VPN. C'est un peu comme le VPN. Voilà. C'est ça le VPN. Oui. Mais lui, là, en fait, des méthodes à lui de transformer un peu les données ou bien de cacher les données. Parce que quand lui sort, par exemple, c'est pas moi, on le voit. Oui. Celui qui voit ne saura jamais que c'est moi. Et le VPN, là, comment l'installer, comment l'avoir, comment ça se passe? Il y a des applications, il y a plusieurs applications qui permettent de faire ça. En fait, ce que ça fait... Vous pouvez nous donner une liste à la fin? Oui, bien sûr. On va donner des solutions. Bien sûr. Je vois Madame Daron très préoccupée. Non, pas du tout, mais pour le juriste, je veux quand même savoir... Hein, tout ce qui se passe là, j'aurais même aimé qu'on retire carrément le point d'interrogation qui est à la fin de notre thème là. Les smartphones, c'est carrément une intrusion dans notre intimité. Mais en même temps, une intrusion, on a dit, donc c'est sans notre autorisation. Au plan juridique, est-ce que ce n'est pas contre la loi? Déjà, lorsque, en droit positif béninois, lorsque vous rentrez en possession de téléphone d'autrui, ou lorsque vous répondez à un message d'autrui, ou lorsque vous, je ne sais pas, mais lorsque vous avez la conversation d'autrui, ou lorsque vous avez des données d'autrui dans votre téléphone, c'est puni par la loi. Vous êtes déjà en infraction. Vous êtes déjà en infraction. Sans son autorisation, il faut préciser. Mais je vais préciser un truc. Il y a un point important. Mais dans la culture africaine, ça ne se passe pas forcément de cette manière. Ça se passe comment? Il y a ce qu'on appelle le social engineering. Ici, de quoi je parle, c'est comme par exemple, on vit dans la même maison où je suis très lié à vous. Je peux avoir besoin de votre mot de passe. Je vais me comporter de façon très banale. Vous ne le saurez non plus jamais. Le mot de passe pour avoir accès au Momo, c'est 5 chiffres. Je suppose que c'est 1, 1, 1, 5 fois. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Je veux avoir les 5. Ce mois-ci, je vais m'arranger pour avoir le premier, 1. Le mois prochain, je m'arrange pour avoir le 2. Pendant tout ce temps, vous ne saurez pas à quel moment le jeune a pu... le premier, le second, finalement, il a le mot de passe. Ça, c'est plus proche, plus loin. Lorsque c'est quelqu'un qui n'est pas proche de vous, mais avec qui vous écrivez. C'est comme par exemple, on est tellement liés que si je vous envoie un message, si je vous envoie un lien, vous n'allez pas réfléchir par 2 fois. Vous allez cliquer. Monsieur Chemassal l'avait déjà expliqué, mais dites-nous, sur le plan de la loi, au regard de la loi, quelles sont les infractions auxquelles quelqu'un s'expose de détenir par devers lui dans son téléphone des données qui appartiennent à une autre personne? Lorsque vous détenez les données par devers, ce sont des données qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Et lorsque vous avez accès à un téléphone où l'autre n'a plus accès, on appelle ça des piratages des données. Et tout simplement, vous allez faire la prison tout simplement. Bon, les précisions sur les peines, ça revient au juge. C'est sûr que vous allez vous retrouver dans les environs de 5 à 20. Ça dépend. D'accord. Ce qui est sûr, c'est puni par la loi. Ce qui est sûr, c'est puni. Mais le problème, c'est qu'il a dit tantôt, vous pouvez ne jamais savoir que ça a été piraté. Ou est-ce qu'il y a des signes là? En fait, je pense qu'on va être... Est-ce qu'il y a des applications qu'on a sur son téléphone et quand vous l'avez, vous devez vous dire... Est-ce que le téléphone n'est pas piraté par hasard? On va rester beaucoup plus sur le plan technique, sous son autorisation, on va rester beaucoup plus sur le plan technique à ce moment-là. La réelle question, ou la réelle préoccupation, c'est, je suppose que là où on est, je suis venu, je n'ai pas gardé mon téléphone là où je suis. Ce que mon téléphone fait là-bas, personne ne le sait. D'accord? Oui. En principe, le tout premier réflexe, c'est, jeune, rapporte ton téléphone tout près de nous. D'accord? Maintenant, dans le cas où je rapproche tout près de vous, il y a des caméras où il suffit juste que je soulève mon téléphone et puis ça peut prendre. D'accord? Maintenant, lorsque vous recevez un mail, il a dit un truc très important. Et ça, c'est l'ANSSI qui a souvent l'habitude de le dire. Lorsque vous avez vous voulez cliquer sur un lien qui est HTTP sans S, c'est que ce n'est pas sécurisé. D'accord. Un lien HTTP sans S. C'est que il y a le protocole de sécurité qui est S. Mais plus loin, les hackers sont allés plus loin. Ils peuvent domicilier leur c'est pas le serveur et puis ça peut être HTTP avec S, tout sécurisé. Mais effectuer ce qu'on a eu plusieurs de ces cas. Mais la partie qui est vraiment importante, qui me touche sérieusement, c'est qu'il y a des gens qui sont victimes, mais qui ne peuvent pas dire.
Ah bon, comment? Si. Je suppose qu'il y a un adolescent ou je ne sais pas qui tourne dans les 20 ou 20, 22, à qui les parents ont dit ouais, tu vas utiliser ton téléphone, mais c'est uniquement pour les recherches. Oui. Vous suivez? De l'autre côté, sa mère utilise son téléphone pour des appels ou pour des transactions. La fille, très très bête, pour le dire entre guillemets, prend le téléphone et dit à un ami, envoie un lien, va faire des recherches par-ci, et puis la fille clique. Alors que de l'autre côté, l'autre a pris possession du téléphone et puis a fait tout ce qu'il veut faire. Alors, le dire pour lui, pour elle plutôt, c'est vraiment un problème parce qu'on va lui dire, mais ce n'était pas l'objectif pour lequel on t'avait remis le téléphone. L'autre a eu accès aux informations. D'accord. On va revenir à monsieur Semassa, Luc Semassa. Dites-nous, quand on a le téléphone, c'est aujourd'hui un objet banal, oui, ça marche très bien, et que nous sommes dans un couple, par exemple. Et Madame Danon parlait déjà tout à l'heure des maris jaloux. Il se fait que aujourd'hui, la technologie permet à l'un d'installer des applications sur le téléphone de l'autre pour écouter systématiquement toutes ces conversations, recevoir copie de tous ces messages, tout ce qui est dans le téléphone de la femme, monsieur là. Dans ces cas-là, est-ce que finalement le téléphone, au-delà d'être un danger, ne constitue pas maintenant un élément dislocateur de couple? Ah oui, et ça c'est un phénomène en tout cas très fréquent. Et ça, je peux vous le dire que ça se passe. J'ai vu des personnes qui le font. Ça, c'est ici au Bénin? Bien sûr. Et je ne peux pas vous dire le nombre de choses que, étant à Lancy, nous avons l'opportunité de voir et d'investiguer. Il paraît même qu'il y a aujourd'hui une application phare maintenant que les gens installent sur vos téléphones à votre insu et ça récupère toutes vos données. Laissez-moi vous dire que c'est bien possible. Ça ne coûte, ce sont même des applications qui ne coûtent pas... Non, pas gratuit, ça c'est souvent payant. Ça ne coûte pas très cher. Mais ce qui le rend presque impossible à détecter, c'est que vous savez, quand on installe des applications sur les portables, souvent il y a une icône qui apparaît. Oui. Dans ces cas, l'icône n'apparaît du tout pas. Et donc, il suffit juste que, par confiance, vous me donnez votre portable, je veux faire passer un appel, donc j'installe l'application et c'est fini. Ou encore, dans certains cas, on a... je veux parler de la détection, quoi. Oui, on a de la détection. On remarque que le portable commence à avoir des bugs ou des comportements qui ne sont pas normaux. Oui. Par exemple, le téléphone commence à lancer des appels. Oui. L'écran va et vient. Exactement. On voit des messages qu'on ne comprend pas. Exactement. Donc tout ça, en fait, ce sont des signes qui peuvent... Enfin, alerter. Ah bon? C'est pas forcément... Ce n'est pas la batterie qui a des problèmes. Il peut arriver, justement, il peut arriver que ce soit des problèmes matériels et tout. Mais c'est aussi possible que ce soit... Oui, on vous comprend. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que l'ANSSI fait? Non, permettez, je ne veux pas qu'on parle déjà de l'ANSSI, mais qu'est-ce que nous-mêmes, à notre niveau, on peut faire quand je constate, moi par exemple, je peux vous dire que mon téléphone, ça lance les appels comme ça. Madame Danon, votre téléphone a été piraté, je vous le certifie. C'est un exemple que je donne. Votre téléphone est piraté. Donnez-moi des solutions. Comment je peux faire pour que, si c'est cloné, que ça soit décloné? C'est compliqué. Je ne peux pas vous donner une solution que je veux qualifier qui marche à 100%. Sécurité, 100%, ça n'existe pas. Et il faut, la première des choses pour limiter les dégâts, c'est déjà de faire attention. Si aujourd'hui, je peux profiter d'une simple occasion. Jeudi, c'est l'anniversaire de madame, ou c'est la Saint-Valentin, ou c'est une occasion spéciale, où madame se plaint toujours de n'avoir pas un portable intéressant. On le lui offre. Et moi, je lui offre. Mais avant de le lui remettre? Avant de le lui remettre, je prends le temps d'installer des choses. Et j'installe un logiciel, mais c'est fini. Je lui ai remis un cadeau empoisonné.
Là, je suis... Elle est en retransmission en direct de toutes ces conversations. Donc, la première des choses, quand on arrive sur ces cas, ces dons, par exemple, beaucoup trop généreux, qui font réfléchir, monsieur qui n'était pas gentil, mais qui, du coup, décide d'offrir un téléphone de ouf. La première des choses, pour éviter tout dégât, c'est déjà de réinitialiser le portable à l'état d'origine. D'accord. Donc, ça fait quoi? Ça élimine tout ce qu'on a installé jusqu'à l'état d'origine. Donc, s'il y avait un problème là, ça ne serait que les problèmes qui étaient déjà dès la conception du téléphone. Tout citoyen, tout utilisateur peut réinitialiser son téléphone. C'est facile. Non, pas forcément. Déjà dans les paramètres, il y a déjà un moyen de juste ramener exactement à l'état d'usine. Donc ça donne un état de quiétude à la personne qui est à lui-même d'installer maintenant les applications où elle veut, ou encore de remettre son portable sans mot de passe, laisser ça à la portée de quelqu'un, que ce quelqu'un vienne installer maintenant un logiciel espion. Mais le risque là, c'est que vous perdez toutes vos données en réinitialisant. Oui, ça, il faut préciser. N'est-ce pas? Oui, je pense quand même qu'il y a, dans certains cas, il y a des méthodes qui permettent de supprimer juste les applications, mais de conserver les fichiers. De sauvegarder les fichiers. D'accord. Monsieur Aïdjo, voilà, on revient à vous, toujours, parce que moi, je veux bien qu'on fasse de la pratique, qu'on donne des solutions à ceux qui peut-être vivent la chose parce qu'on ne sait pas. On n'a pas de moyen de savoir que le téléphone a des problèmes. Et avec l'image, l'élément qu'on a suivi, nous sommes là à tout moment à dire prête-moi ton chargeur, je vais charger mon téléphone. Est-ce que vous n'avez pas un Wi-Fi ici? Donnez-moi le code de Wi-Fi rapidement. Mais dans le moment, peut-être c'est ton bourreau qui te remet un chargeur piégé et il a accès à toutes tes données. Que faire concrètement? Est-ce qu'il faut, parce qu'on connaît des gens qui sont à des niveaux vraiment élevés dans la vie, mais qui n'utilisent même pas des smartphones. Est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser les smartphones carrément et de revenir à nos... Bon, pour ne pas faire de publicité. Au téléphone à touche simple. À touche simplement là. Je pense personnellement que la solution n'est pas d'abandonner les smartphones, mais c'est plutôt, comme il l'a su bien dit, c'est de faire attention. Et pour moi, faire attention, vu que j'ai eu la chance également de faire face à des cas, d'avoir des gens très proches qui ont eu ces situations où leurs téléphones ont été piratés, ou leurs comptes bancaires ont été virés en une claque de main, où ils ont eu des situations bizarres. La solution que moi je peux déjà donner, c'est de veiller à... On a dit un téléphone, c'est de veiller à l'utilisation de votre téléphone. Déjà, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut faire réinitialiser le téléphone personnel. Voilà. Et lorsque vous recevez un message, un lien ou autre de quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, il faut quand même avoir le réflexe de voir si est-ce que ce qui est écrit en bas, généralement, les messages qui sont des messages des hackers ou des pirates, il y a forcément des fautes bizarres. Ça, c'est un signe que pendant toute l'expérience m'a permis de constater. C'est des messages, comme l'a dit, les fichiers nés qu'on sort. Quand vous lisez correctement le message, il y a des erreurs bizarres qu'une institution normale ne peut pas faire. Se permettre de faire. D'accord. Je connais, il y a des pirates qui ont cette, ce sens-là de créer un site web qui aurait les mêmes caractéristiques que les sites web d'État. Mais forcément, il y aura un côté où ça ne marche pas. Mais là, c'est parce qu'il faut être... c'est parce que vous êtes avertis, vous observez. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout le monde est pressé. Est-ce que vous pensez que celui qui a son téléphone, la maman qui est grande commerçante à Dantokwa ou je ne sais pas, dans n'importe quel marché de notre pays, qui va à un mariage, à Agor, et qui dit, bon, prenez-moi des photos, il faut faire des vidéos. Pendant ce temps, celui à qui il a remis la vidéo a eu le temps d'installer quelque chose. Comment est-ce qu'elle fait dans ce cas? Non, dès qu'il revient, il y a toujours la possibilité, dès qu'il revient à la maison ou dès qu'elle revient à la maison, elle a la possibilité de voir l'utilisation de son téléphone et de faire une réinitialisation. La réinitialisation ne veut pas dire que... Finalement, la meilleure option, c'est la réinitialisation du téléphone. Ça peut être la meilleure option quand vraiment on se sent... Vraiment en danger. Parce que là, tout de suite, je ne peux pas demander à une personne de réinitialiser à toute
à chaque fois qu'elle N'est-ce remet pas? son portable, elle a déjà des données, elle a des applications qui lui permettent, avec des configurations déjà, juste parce qu'elle a remis le téléphone pour faire un portable, elle ne veut pas réinitialiser. Le truc, c'est juste de donner une protection minimale, c'est-à-dire juste un mot de passe. Il y a des portables, par exemple. Non, mais vous n'allez pas, votre époux ne va pas vous demander votre mot de passe, par exemple, et vous allez dire, je ne peux pas te le donner. Il y a certains hommes qui ne peuvent pas accepter que vous refusez de leur donner le mot de passe. Là, c'est une autre dimension de la chose. Ah ben, voilà. C'est une autre dimension. Parce qu'aujourd'hui, avec... Non, mais monsieur Sébastien avait la parole, continuez, oui. Parce que... Donc, en fait, il y a des possibilités où je veux prendre une image, j'ouvre juste la caméra, mais je ne te permets pas de faire autre chose. Oui. Quand tu sors, ça représente l'écran de verrouillage et il faut forcément le mot de passe. Ça, il y a des téléphones qui ont des Qui sont marques arrivés à ce niveau. Il y a même des téléphones avec Face ID et tout le reste. Exactement. Maintenant, je reviens rapidement sur les moyens fréquents de se faire, Pirater. Aujourd'hui, très souvent dans les groupes, on voit Samsung ou bien Toyota. Je voulais en parler. En train de faire son 50e anniversaire. Oui. Voilà, cliquez sur ceci pour avoir. Oui, des cadeaux. Justement, dans ces cas, d'abord, la plupart de ces cas-là, ils sont très, très, très souvent faux. C'est juste quelque chose pour... Parce qu'on est attiré par le gratuit. On est attiré par le gratuit de sorte qu'on est amené... En fait, les algorithmes sont faits de telle sorte que ça incite. Ah ben oui, ils mettent même des conversations comme si des gens qui avaient vraiment gagné. Et donc ça incite. C'est comme si on est en face de la réalité. Voilà. Et on veut gagner un iPhone, on veut gagner une Samsung, on veut gagner une voiture. Oui. Mais plus tu évolues, plus tu te dis par exemple, ok, tu mets... Bien partager avec tel nombre de personnes. Tel nombre de personnes. Et mettez par exemple votre... Quand ça commence à demander des données personnelles. Oui. Votre numéro de téléphone, quelque votre date de chose naissance. exactement sur lequel on va virer par exemple. Des trucs comme ça, et voilà, vous êtes déjà victime. Exactement. Une autre chose, une autre manière très fréquente, c'est par exemple, je sais que vous êtes à EcoBank par exemple, ou je sais que vous êtes à BOA. Maintenant, je suis un attaquant, je connais EcoBank. Je remplace peut-être, je crée un site qui a l'apparence exacte d'EcoBank. Maintenant, dans l'URL, c'est EcoBank. Je peux mettre E-bank. Quelque chose qui... Il faut vraiment de l'attention. Je remplace A par U, je remplace I par L, quelque chose comme ça qui vraiment... Vous voyez aujourd'hui, même les marques, on prend Adidas, on voit Abibas. On prend Suprême, on voit Superme. Et il faut faire... On modifie légèrement. Exactement. Je crois que c'est peut-être le typo squatting. Bon, ça une terminologie. Si je ne me trompe pas, c'est le typo squatting. Donc, ça, il faut être vraiment, vraiment vigilant. Et je suppose, moi, je vous envoie un lien, je dis, là, je t'ai fait un virement, regarde, je t'envoie le lien. Tu n'as pas eu le temps de vérifier que c'était EcoBank ou EcoBuc ou à la place, mais puisque c'est EcoBank, le logo, tout est bon, tu y vas et tu mets tes données. C'est une manière très, très simple d'avoir tes données, sans même pas me gêner en fait. Donc, mais vous qui êtes dans le secteur, dans le domaine, vous avez un smartphone, je me disais qu'il allait certainement venir ici avec un téléphone qui ne soit pas un smartphone. Mais comment vous faites? Vous vous protégez. Comment est-ce que vous faites pour vous prémunir de toutes ces attaques? Déjà, comme je vous le disais, c'est d'abord être averti. C'est ça. Être averti. Quand aujourd'hui, quelqu'un m'envoie un message, et il me fait gagner ceci, l'autorité, tout ça là, je le mets déjà dans sans même en fait, je n'ai même pas besoin. Je lui dis, écoute, il n'y a rien qui ne soit gratuit comme ça. Et envoie ça à la poubelle. Exactement. Maintenant, si je veux pousser ma curiosité plus loin, il y a des sites qui permettent de savoir si tel lien, par exemple, a été déjà enregistré comme étant un cas de vol, par exemple. Et donc, si tu n'as pas l'esprit tranquille. Moi, il m'est arrivé même quelqu'un de très proche qui m'a envoyé. Mais la personne était tellement incitée. Ah, mais vas-y, bientôt je vais gagner. Toi aussi, fais. Je lui disais à la personne, je suis dans le domaine tout le temps. N'y va pas. La personne était un peu
Elle était très intéressée. Finalement, elle m'est revenue. Ah, tu as raison. Et les amis ont envoyé pour dire qu'ils se sont peut-être fait piéger. Mais je dis, la prochaine fois que je te dis de faire... Comprends, parce que j'ai donné toutes les raisons de croire que, d'abord, rien n'est facile. Aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, l'État a décidé de prendre 365 jeunes et de leur donner 300 000. Qu'est-ce que ces jeunes ont fait? L'État aurait disparu depuis ces décennies-là de cette façon. Alors, on va revenir à monsieur Aïdjo. Oui. On va aborder un autre pan du sujet de ce jour. Aujourd'hui, on voit que même à table, pendant qu'on mange, chacun a son téléphone à main. Dans une réunion sérieuse, chacun a son téléphone à main. Au point où le téléphone est présent partout et à tout moment. Comment est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Quelles solutions avons-nous pour faire en sorte que le téléphone reste ailleurs, le temps que le dialogue, que la convivialité s'installe entre les hommes, un moment, le temps de la rencontre? C'est un point très important que je réfléchis depuis à trouver une solution. Je ne sais pas si nous allons faire le miracle. C'est devenu Pourquoi? Parce que comme une drogue, hein? Ouais, c'est comme on dit, c'est notre génération. Vous voyez déjà convoquer une rencontre d'amis, on va se retrouver en convivialité, mais ils se retrouvent effectivement, mais chacun est avec son téléphone. Finalement, on se retrouve pourquoi? Dans ce cas, même c'est mieux, vous discutez avec des amis, on va se rencontrer, on va discuter entre amis parce qu'on s'est vu il y a longtemps. Mais vous voyez quelqu'un vous dit, non, il y a Zoom, non, il y a Meet. Chacun reste chez lui, on lance la vidéo, et puis on se regarde. Chacun participe. Et puis on participe. Mais il y a le contact humain qui est important. Et qui est en train de disparaître. Vraiment. Qui est vraiment en train de disparaître. Est-ce qu'il faut mettre dans les téléphones désormais, les téléphones ou bien les smartphones qui vont venir, enlever les communications, les communications d'une certaine manière? Est-ce qu'il faut limiter l'utilisation? Je ne sais pas. Mais la seule solution, c'est juste apprendre aux gens l'importance de communiquer avec son prochain et en laissant son téléphone. Je pense que c'est plus une éducation. Et déjà, les parents peuvent commencer à apprendre à leurs enfants. Déjà, eux-mêmes doivent être un exemple. Lorsque vous êtes à la maison, vous êtes à table avec vos enfants, ou lorsque vous êtes à la maison, le téléphone déposé. Concentrez-vous sur les petits. Il est arrivé même des cas où l'enfant a du mal à discuter avec ses parents. Il se retrouve souvent si seul. Ou à un moment donné, malgré la présence des parents. Le papa et la maman est là le soir. Après que l'enfant mange, le papa se couche dans son truc et la maman prend son téléphone et puis c'est des WhatsApp, c'est YouTube et comme ça. La petite ou le petit aussi a une tablette où on dit mais prends ta tablette, joue des jeux. Donc il y a un contact avec son téléphone. À un moment donné, elle a vraiment envie de parler à sa mère, mais super tard, elle vit un problème où elle était obligée de raconter à son maître à l'école. Le maître appelant maintenant les parents dit ayez de contacts très réguliers avec vos enfants parce que ça peut tuer l'enfant. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est demander aux parents eux-mêmes d'être un exemple. D'accord. On vous aura compris. Mais monsieur Luc Semassa, dites-nous, à l'ère d'aujourd'hui, le smartphone est devenu un instrument de travail. Vous avez beau finir votre journée de travail, vous arrivez à la maison, vous recevez, votre patron convoque par exemple une réunion virtuelle. Il est 22h, il est 23h. Vous faites quoi? Vous laissez le téléphone de côté comme le préconise monsieur Aïdjo? Là, ça dépend. C'est d'abord une question de priorité. Si je sais que je suis... par exemple, moi, je peux m'attendre à un appel compte tenu du travail que je fais. Je peux m'attendre à un appel à n'importe quelle heure. Et là, je sais que c'est le boulot. Il y a des cas d'urgence où on dit, par exemple, telle structure s'est fait pirater. C'est des cas où on ne peut pas vraiment attendre. Donc, dans ma tête, je sais déjà que je peux recevoir de ces gens d'appels. Et c'est à moi de savoir comment gérer, comment me planifier. Voilà, si je ne réponds pas, c'est que c'est certainement soit je n'ai pas vu, ou vraiment j'ai par exemple un problème de santé. Et là, si tu as un problème de santé, tu ne... Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup plus une histoire de priorité et de self-education. Donc de savoir comment s'éduquer soi-même. Même pour les discussions entre amis et tout. Tout ça aussi peut se faire par de l'éducation. Moi, j'ai été entre collègues, par exemple, il nous est arrivé d'aller autour d'un pot pour discuter justement d'un sujet. Mais le supérieur, le manager, il disait, ok, pour éviter que chacun touche à son portable,
Le premier qui touche à son portable, c'est lui qui paie l'addition. Ou bien on met tous les téléphones au milieu de la table. Ça, c'est une belle proposition. Bien sûr, ça se fait dans certaines réunions. C'est quelque chose qui, moi, je n'avais pas encore vu ça, mais je trouve que c'était très bon. En fait, du coup, on voit chacun était tenté en fait de toucher parce que peut-être ça vibre, on veut voir le message. Mais en même temps, quand tu te rappelles que tu dois payer l'addition, tu ne veux pas. Mais je veux bien quand même avant les messages, qu'on parle rapidement de ces initiatives. Aujourd'hui, on a les hackers, le piratage et tout ça. Dans le même temps, on a des solutions que des gens proposent. Oui. Est-ce que ces solutions sont réellement efficaces? Il y a des choses qu'on vous vend, on vous dit de poser ça sur le téléphone, de mettre ça à l'arrêt de votre téléphone, ça vous permet de ne pas être piraté. On a de ces choses-là. Est-ce que ça existe réellement? Là, je ne sais pas très exactement de quoi vous parlez quand vous mettez mais je sais quand même, je vais plutôt rester sur le côté logiciel. Aujourd'hui, pour limiter les attaques, c'est déjà la culture, par exemple, des antivirus. Dans les téléphones. Dites-moi, je suis presque très sûr que vous n'avez pas d'antivirus sur votre téléphone. Ah, ça c'est clair. Moi j'en ai. Voilà, parce qu'en fait, sur les Android, sur les téléphones, je ne sais pas pourquoi, mais la culture des antivirus n'est pas vraiment très développée. Vraiment, c'est pas beaucoup systématique. plus pour les ordinateurs. C'est pas systématique. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui rend déjà le téléphone en fait vulnérable. Parce que vous voyez sur Windows par exemple, quand tu te fais pirater, il est difficile de se faire pirater sous Windows quand on a, si ce n'est pas, quand je veux parler de piratage, dans ce cas, je parle des virus, par exemple, qui vont, par exemple, chiffrer les données, supprimer tes données. En fait, c'est difficile de le faire quand on a des antivirus installés et à jour. Parce que eux, ils arrivent, ils sont programmés pour donc détecter ces comportements malveillants. Mais est-ce qu'il y a des antivirus pour détecter bien sûr. les téléphones clonés, les applications malveillantes? Pour détecter comme en fait je veux pas on va pas parler dans le cas général parce que toutes ces applications là ils détectent et ils fonctionnent suivant un algorithme donné. Si par exemple j'ai écrit une application qui veut savoir quand par exemple votre appareil photo est allumé, par exemple. Cette application, elle va seulement fonctionner peut-être pour cette fonctionnalité, exactement. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, je ne pourrais pas, par exemple, recommander une application qui va dire à chaque fois que, qui va informer quand le téléphone est piraté. Je vais prendre, il y a un exemple, il y a un virus ou un logiciel espion qui a fait quand même du boom. Déjà l'année dernière, c'était Pegasus. Mais Pegasus, c'est quelque chose qui a été créé déjà depuis 2013. Regardez le nombre d'années. Et là, c'est les gouvernements qui l'utilisaient pour espionner, en fait, pour s'espionner. Regardez, imaginez si au niveau gouvernemental, on met du temps à se rendre compte de ça, mais alors que quand on parle de gouvernement, c'est comme on parle d'équipement. On met les moyens nécessaires. Mais nos chefs d'édition nous font de grands signes déjà. On ne vous arrête pas, on va aller les messages. On n'a qu'un seul. On a un seul message. Oui, d'accord, allez-y, Madame Danante. Ok, là, c'est de Mamita Dagia, d'ailleurs, à qui nous faisons un coucou. Elle dit, pour ceux et celles qui se laissent prendre au piège des smartphones, la réponse est oui. C'est une intrusion dans leur intimité. Ils envahissent leur intimité, leur vie et leur vécu au quotidien. C'est très grave et dangereux pour l'harmonie, la paix et la sérénité dans le couple, voire dans le foyer. Et elle poursuit en disant le mari, la femme, les enfants, les visiteurs dans les familles UP n'ont pour compagnon que l'outil fabriqué pour détruire le dialogue, la convivialité dans les familles. Il est temps de cesser d'abuser de l'utilisation de ces instruments. Il faut mettre des garde-fous, des règles strictes à observer pour éviter les écueils de discorde. À table, pas de smartphone et tablette. Pendant la prière familiale,
quand on a des invités, etc., etc. Chers parents, soyez à l'écoute de votre progéniture. Papa, maman, les causeries, les tête-à-tête à deux pour communiquer, harmoniser les points de vue sont plus bénéfiques pour tous. Eh oui, je pense que c'est un très bon message. Oui. On est à la fin de cette discussion. Si vous deviez en 30 secondes conclure, que diriez-vous, Monsieur Aïdjo? Je dirais tout simplement, je vais convier tout simplement tout le monde à veiller à l'utilisation des smartphones, à savoir que c'est un téléphone personnel, à savoir qu'on ne clique pas sur tous les liens et de veiller beaucoup plus à la sécurité de leur famille. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Semassa, pour conclure, des conseils pratiques pour tout utilisateur de smartphone. Des conseils pratiques, c'est premièrement, quand on vous offre un portable, réinitialisez-le parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui a été déjà préinstallé. Faites attention à ce que vous cliquez. Rien n'est... Il y a un adage qui dit que lorsque quelque chose est gratuit, c'est vous-même qui êtes le produit. Donc faites attention à tout ce qui est gratuit et ayez la culture des antivirus pour minimiser les risques des virus informatiques. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames, messieurs. On aura fait un tour d'horizon de cette question assez préoccupante. Vous l'avez compris, votre téléphone dans votre main pourrait être utilisé, exploité de très loin à votre insu. Nous espérons avoir apporté un petit plus à votre connaissance aujourd'hui et que désormais, vous pourriez savoir plus ou moins ce qu'il faut faire.